à tous et bienvenue. Aujourd'hui, place à l'une des disciplines les plus exigeantes, le triathlon équestre, bien entendu, autrement dit le concours complet. Pour nous en parler, j'ai la chance de recevoir Michel Asseret. Bonjour Michel, vous êtes DTN adjoint en charge du concours complet. Bonjour. Mais également Pierre Touzin, vice-champion d'Europe jeune cavalier. Bonjour Pierre. Bonjour. Et à ses côtés, Philippe Mule. Alors Philippe Mule, vous êtes écuyer du Cadre Noir de Saumur, mais également entraîneur du Pôle France Jeune de Saumur. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors cette discipline, elle est exigeante. Alors on enchaîne le dressage, le cross et le saut d'obstacle. Et pour ça, évidemment, il faut un matériel adapté. Et c'est l'un des piliers de l'équipe de France qui nous présente le matériel en images. Donc je vais vous présenter cette discipline qui présente trois disciplines. Le dressage qui est suivi du cross, l'épreuve phare du concours complet, et qui se termine par l'épreuve de saut d'obstacle. Donc pour réaliser le concours complet, on a besoin d'un équipement assez varié puisque les trois disciplines vont demander toute une gamme de matériel assez différent. Donc on va commencer par le dressage. On va chercher à avoir une attitude assez redressée et une attitude assez longiligne. Donc du coup, on va demander au cavalier d'être un peu assez descendu sur les jambes. C'est pour ça que sur les selles de dressage, on a une assise avec un siège assez creux pour permettre d'avoir un bassin assez engagé et surtout des longs quartiers pour avoir les jambes du cavalier qui descendent le plus possible le long du cheval. Au contraire, pour l'épreuve de cross, c'est une épreuve qui va se courir, qui va se faire plus dans la vitesse. On va utiliser ce qu'on appelle une selle de cross avec des taquets avant et arrière. Donc le taquet avant et arrière permettent de bien canaliser la jambe et le mollet et le genou du cavalier. Les quartiers sont assez courts pour pouvoir avoir une position assez équilibrée et un siège assez plat derrière pour pouvoir se projeter le plus en arrière possible pour compenser les dénivelés, les descentes et les sauts, ce qu'on appelle les sauts panoramiques, les sauts en descente. Enfin, le lendemain, on a le saut d'obstacle. Donc on revient sur une selle plus standard avec des quartiers normaux, un siège où on va être assez proche du cheval. Voilà. On utilise le double quartier pour avoir un contact très proche du cheval. Après, en termes d'équipement un peu plus particulier, donc on va avoir le filet qui peut être commun aux trois disciplines. La particularité, c'est que c'est vraiment le cheval qui va nous définir l'embouchure qui lui correspond le mieux dans chaque épreuve. Et ce qui est intéressant, c'est le collier de chasse qu'on va utiliser surtout sur l'épreuve de cross et aussi sur l'épreuve de CSO avec éventuellement une martingale. Le but premier du collier de chasse, sans la martingale, donc juste la partie collier de chasse, est de bien maintenir la selle sur le dos du cheval pour éviter que quand les chevaux galopent et qu'ils respirent, la selle peut bouger un petit peu, évoluer avec le cheval. Donc c'est pour bien maintenir la selle sur le dos du cheval. Enfin, pour le cavalier, l'épreuve de cross va demander un équipement, quelques équipements de sécurité. Donc le port du casque, la protection indispensable pour le cavalier dans les trois disciplines, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, donc tout simplement sur la tête du cavalier. Donc c'est un équipement qui est obligatoire sur le cross et sur le CSO. Sur le cross, on peut avoir des casques sans visière ou alors il faut qu'il ait une visière souple. En dressage, il est encore toléré de monter avec un chapeau. Mais de plus en plus de cavaliers montent même sur les grosses épreuves avec un casque, maintenant qu'on a des casques de plus en plus personnalisables et qui vont avec les belles tenues. Donc de plus en plus, on voit le casque apparaître dans les trois disciplines également. Juste la forme et un peu la visière qui peut évoluer. On a aussi un amortisseur qu'on place en fait entre le tapis et la selle. Donc c'est un amortisseur qui permet tout simplement de protéger et d'absorber un petit peu les chocs que peut subir le cheval par rapport à la selle et à la position du cavalier. Voilà, la particularité de celui-ci, c'est qu'il permet de bien dégarroter pour bien protéger et aérer le garrot, qui est un élément très important sur le cheval puisque
c'est la partie la plus délicate et la plus sensible qu'on peut avoir avec les frottements de la selle, donc c'est vraiment important. Donc ça se place entre le tapis et la selle et c'est valable pour les 3 disciplines. Donc un gilet de crosse, voilà, qui permet de protéger le cavalier en cas de chute, donc notamment sur la partie du thorax et la partie du dos, hein, où on voit les gilets pour bien absorber les chocs au niveau de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est un élément qui est indispensable et obligatoire pour le cross. Alors, comme on vient de le voir, c'est une discipline qui a beaucoup évolué, notamment en termes de sécurité. Ça a été une notion très présente dans l'évolution de la discipline ces dernières années. Et donc, on a vu apparaître, notamment pour protéger le cavalier, un équipement un petit peu particulier, un airbag. Pierre, je vais vous laisser nous en parler. Oui, voilà, depuis quelques années, un grand nombre de cavaliers utilisent le gilet airbag par-dessus le gilet de protection. D'accord. En fait, un gilet qui est relié à la selle et qui éclate au cas où il y ait séparation des corps. Alors ça, on le voit dégonflé. Donc dégonflé on enfile voilà. ça sur la protection de dos. Et effectivement, Exactement. en cas de chute, c'est accroché. Si on tombe, ça se gonfle comme ça là-bas, comme on le voit derrière. Exactement. Et il y a une nouvelle évolution néanmoins, maintenant. voilà, aujourd'hui, un nouveau gilet est sorti depuis quelques temps qui est pré-gonflé, donc qui n'est pas relié à la selle et qui n'oblige pas à avoir un gilet de protection en dessous, donc c'est un peu plus confortable pour les cavaliers. Voilà. Donc ça c'est la nouveauté. Sinon, effectivement, on a ça qu'on enfile sur la protection. Exactement. D'accord. C'est surprenant, ça vous est déjà arrivé qu'il se déclenche? Quel est l'effet que ça fait? Oui, moi j'ai eu quelques mésaventures sur des crosses. Comme pas mal de cavaliers de complet, effectivement, c'est même assez confortable quand on tombe parce qu'en fait, le choc est amorti par le gaz qui est propulsé dans le gilet. Et je crois que la chute qui a marqué tout le monde, c'est celle de Karim Lagouag au championnat d'Europe, qui a eu un vrai panache sur une fin de parcours. Et quand on l'a vu se relever sans blessure, sans rien, ça a vraiment marqué l'esprit des cavaliers. Bah, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça m'a sauvé la vie quand il est complètement, sorti. et du coup, ça marquait tout le monde. Et tout le monde est allé acheter son gilet gonflable parce que je pense que ça lui a sauvé la vie. Et de sortir indemne de ce genre de chute, c'est quand même extraordinaire avec ce type de matériaux. Alors, on a vu une évolution au niveau du matériel pour les cavaliers, mais pour protéger les couples, il y a aussi, Michel, une évolution au niveau du profil des obstacles et de la manière de construire. Alors, je me tourne vers vous parce qu'effectivement, avant d'être DTN adjoint, vous êtes surtout juge international et vous avez couvert tous les 4 étoiles de la planète. Oui, tout à fait. On fait régulièrement des colloques avec la Fédération équestre internationale, tous les chefs de piste, tous les constructeurs, pour imaginer les nouveaux obstacles. On a imaginé des obstacles qui peuvent exploser. On a des obstacles on a des obstacles qui selon une pression verticale, s'affaissent. Donc souvent sur des profils de coffine, etc. Et puis on a des obstacles qui sont mieux pensés, mieux situés. On sait que quelques grands cavaliers style Andrew Nicholson n'est pas très favorable à des obstacles qui tombent, parce qu'il pense qu'il ne faut pas habituer les chevaux à ce que les obstacles s'affaissent. Donc on réfléchit à tout ça, mais on a vu ces dernières années que cette évolution a sûrement beaucoup aidé à la sécurité, et je pense qu'il faut continuer à réfléchir pour la sécurité de nos cavaliers et de nos chevaux sur les crosses. Alors on va résumer parce que ce souci de sécurité a fait évoluer de manière globale le format de la discipline. Résumez-nous comment il a évolué ce format de discipline. La discipline elle a un petit peu changé parce qu'avant le concours complet, on avait une épreuve de fond qui était beaucoup plus longue. D'accord ? Donc on avait des steeples, des routiers, etc. et des crosses avec beaucoup d'obstacles de volée. Désormais on a des obstacles, des parcours uniquement de cross, et on a des obstacles moins larges avec moins de front, et qui sont des obstacles, des profils plus dangereux. Donc on a dû repenser tout ça, repenser à l'endroit où on doit les placer aussi. Donc il y a à la fois la construction, mais aussi l'emplacement. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de réunions aussi avec les chefs de piste, parce que l'emplacement d'un obstacle, dans une pente, pas dans une pente, après un obstacle large, un moment de fatigue. Donc tout ça, on imagine toujours comment va réagir le cheval pour être le plus prudent possible, mais on doit encore beaucoup travailler sur la sécurité. Donc des formats plus courts, on a supprimé les steeples et les routiers. Donc on a une exigence technique
qui s'est accru sur le cross. Donc on va regarder les images, vous allez nous les commenter. On a des images de votre cousin Pierre, le très titré Nicolas Touzin au CCI de Saumur. Donc aujourd'hui, le dressage que l'on va voir a pris une importance prédominante. Oui, tout à fait. Le dressage de concours complet a aussi beaucoup évolué. Depuis 4-5 ans, on a eu l'arrivée des changements de pied, qui était quand même quelque chose qu'on n'imaginait pas dans le passé. Tout ça a bien évolué. On a les changements de pied isolés. Je pense qu'après les Jeux Olympiques de Rio, on aura les changements de pied rapprochés. C'est dans les tiroirs de la FEI. On parle d'une ligne de changement de pied aux 4 temps. Donc ça évolue sans arrêt. Et de concours en concours, on voit que le niveau monte tout le temps. Les cavaliers s'entourent de spécialistes de la discipline du dressage. Et le niveau devient d'un très haut niveau, même en dressage de concours complet. Là, on voit Nicolas avec Lesbos à Saumur. Donc ça, c'est une figure assez facile, je veux dire, au niveau, parce qu'il travaille le contre-galop. C'est serpentine. Donc ça, c'est un travail plutôt facile pour ce niveau de reprise. Allez, on enchaîne sur le complet. Philippe, vous nous commentez un petit peu? On est toujours à Saumur et on a l'occasion d'admirer le parcours de Nicolas sur un profil assez vallonné hein, qui monte ici une entrée de guet. Alors on peut voir les différents profils. Hein. On a une entrée de guet qui est un obstacle assez épais, assez costaud, suivi derrière à 3 foulées d'un obstacle directionnel. En fait, on a des enchaînements comme ça tout au long du parcours où en fait on modifie l'équilibre des chevaux. Hein. Une succession d'obstacles de volée suivi derrière de profils directionnels sur une courbe ou pas. Donc tout ça, c'est au loisir du chef de piste et ce qui rend actuellement les tours beaucoup plus compliqués qu'ils n'étaient il y a une dizaine d'années. Beaucoup plus compliqués parce que les obstacles arrivent de plus en plus vite, la distance n'a pas forcément changé mais il y a plus d'obstacles, ils arrivent plus vite. Oui, puis la norme technique, c'est-à-dire que les profils directionnels sont de plus en plus étroits. Avant, on en avait un ou deux dans le parcours, en général en ligne droite dans une combinaison. Là maintenant, c'est systématiquement dans une courbe et ce qui rend cette discipline de plus en plus technique. Donc plus de finesse dans le dressage, plus de disponibilité du cheval. Complètement, puis un niveau technique des cavaliers qui augmente d'année en année. Et c'est vrai que c'est ce qui rend cette discipline attrayante parce qu'en fait, le niveau technique augmente dans les 3 tests et ce qui nous oblige à travailler vraiment à fond les 3 tests et non plus uniquement le cross. Le cross ou ce qui nous faisait plaisir, quoi. Allez, encore quelques commentaires sur cette... Et ça, je crois que c'est le dernier obstacle. On peut rajouter qu'en sécurité, les juges à haut niveau comme ça sont devant des écrans de télévision et peuvent intervenir à tout moment aussi pour arrêter un cavalier sur un cheval qui serait trop fatigué ou qui aurait une qualité de saut qui serait plus suffisante pour continuer le cross. Ça, c'est aussi une donnée sur laquelle la FEI a énormément travaillé. Donc ça, c'est le lendemain et c'est donc le saut d'obstacle. Le saut d'obstacle qui maintenant est sur des cotes techniques beaucoup plus importantes. Pareil qu'il y a une dizaine d'années, on a fréquemment des tours aux alentours de 130. Donc sauter 130 avec un cheval fatigué qui a fait entre 5 et 6 km la veille en équilibre ouvert, ça rend forcément la chose beaucoup plus compliquée. On a quelques cavaliers qui dans ce domaine-là excellent, dont Nicolas fait partie, quoi. Donc alors, est-ce que les types de chevaux ont beaucoup évolué? Parce que forcément, les exigences ont changé. Donc est-ce qu'on peut faire du concours complet avec les mêmes chevaux qu'il y a 10 ou 15 ans? Ça a été un petit peu la discussion pendant un moment, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux très près du 100. Et quand on a vu que les formats étaient un petit peu plus courts pour le cross, on a pensé qu'il fallait reprendre des chevaux plus épais. Ce qui est un petit peu arrivé. Mais là, on revient un petit peu sur des chevaux près du 100. Je pense que c'est pas si écrit que ça. Il faut des chevaux avec de la qualité de saut, avec de la force quand même au saut d'obstacle, des allures bien sûr parce que le dressage évolue. On a vu des chevaux quasiment au modèle dressage arriver, mais effectivement ils peinaient un peu plus sur le cross. Voilà, complètement. On est un tout petit peu en train de faire marche arrière. On a vu l'an passé à Londres. On revient sur des chevaux un peu plus près du 100. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de modèle actuellement. Oui, mais moins longiligne quand même, parce qu'avant on avait des chevaux qui étaient quand même très plats, très longs. Oui, tout à fait, mais le facteur 100 revient quand même aujourd'hui parce que sur des cours de plus en plus techniques, on est obligé de reprendre les chevaux, de travailler les combinaisons beaucoup plus qu'à une certaine époque. Si entre les obstacles, vous n'avez pas un cheval qui galope avec la classe d'un pur sang, forcément, vous n'allez jamais rentrer à l'heure et vous gagnerez jamais une épreuve de haut niveau. Donc le facteur 100 est toujours là aujourd'hui, on en a besoin pour être performant dans nos épreuves. Alors, on a un bon réservoir de chevaux et de cavaliers, parce qu'on a fait une belle moisson de médailles cet été en France. Oui, c'était
une très belle saison dans tous les niveaux de catégorie d'âge. On a ramené des médailles, en commençant par les poneys qui en ont ramené 3, les juniors, les jeunes caves avec un titre de champion d'Europe, Pierre qui est une magnifique médaille d'argent, les juniors avec un champion d'Europe aussi et une médaille d'argent par équipe, et les seniors médaille de bronze. C'est vrai que 8 médailles sur une même année, c'est un record pour le concours complet. J'espère que ça va continuer. Donc c'est de bonne augure pour l'échéance majeure qui est en ligne de mire, donc les Jeux équestres mondiaux. Donc on va le voir sur notre infographie. Le rendez-vous est donné le 28 août au Haras du Pin. Mais le Haras du Pin, ça sera qu'un début, Michel. Oui, la particularité de ces Jeux mondiaux, c'est qu'on va faire le dressage et le cross sur ce magnifique terrain du Haras du Pin. On a vu sur le test event qui est un endroit est absolument magique. Alors il y a eu de gros travaux qui ont été faits sur ce terrain du Haras du Pin. Voilà, il y a eu une piste, vraiment une piste pour le cross qui a été faite. C'est une véritable moquette. L'endroit est absolument magique, très vallonné devant le château. Je pense qu'on va pouvoir voir vraiment une très belle épreuve de cross. Mais la particularité, c'est que le dimanche matin, après l'inspection qui va se passer, l'inspection des chevaux, la célèbre inspection du dimanche matin, qui va se passer devant le château, tous les chevaux qui seront encore en course pour le saut d'obstacle partiront en convoi vers le stade d'Ornano à Caen pour faire le test de saut d'obstacle à Caen. Alors ça, on a vu, ça a été le cas, ça faisait partie des éléments qui ont été testés pendant les épreuves préparatoires cet été. Comment ça s'est passé? Est-ce que les cavaliers appréhendaient? Quelle a été leur réaction? On apprendrait tous un petit peu parce que il fallait partir vite derrière l'inspection des chevaux, mais c'était très très bien organisé. Et on avait la police qui était avec nous, qui bloquait la circulation, etc. Ça s'est vraiment bien passé. Il nous faut à peu près 1h15 pour rejoindre le stade d'Ornano et installer les chevaux dans leur nouveau box au stade. On aura l'accès pour montrer le stade aux chevaux, passer sous le tunnel. On va pouvoir familiariser tout ça. Je pense que c'est bien préparé et ça va bien se passer. Oui, parce qu'effectivement, du coup, les chevaux n'auront pas découvert l'endroit, la carrière. Donc, effectivement, il faudra leur refaire voir le matin en arrivant, qu'ils puissent aller détendre, parce qu'effectivement, ce stade de 22 000 places, et effectivement, comme vous le disiez, il y a une arrivée qui est sous le couloir. Voilà. C'est un peu une donnée qui nous inquiétait un petit peu dans les questions qu'on avait posées à l'organisation. Ils vont nous permettre de passer à pied, en main, dans un premier temps avec les chevaux pour les familiariser au tunnel, leur montrer le stade. C'est vrai que pour les chevaux de concours complet, d'être dans un stade de 22 000 places, c'est un peu nouveau. Donc je pense pour qu'on ait du beau sport l'après-midi, nous permettre de nous familiariser avec le terrain, ce sera une très bonne chose. D'accord. Alors, comment ça se prépare? Quel est le rétro-planning là, par rapport aux Jeux mondiaux pour l'équipe de France? Alors nous allons commencer par des stages d'hiver comme nous avons l'habitude au Pôle France à Saumur. Alors certains cavaliers m'ont dit que les stages avaient doublé quasiment. Oui, on a envoyé, ils viennent de recevoir. On avait travaillé avec Thierry Touzin la semaine passée sur des stages pour le dressage. Comme on le disait tout à l'heure, ça évolue. Dans un premier temps, stage de dressage et après tous les 15 jours, on les oblige à venir à Saumur. Blanco et Serge Cornu. Voilà, et après on fera des stages encore avec ces deux intervenants-là, plus l'apport de Thierry Pommel qui vient nous rejoindre dans le staff pour le saut d'obstacle, et Thierry Touzin qui chapeautera tout ça. Et ça, on va les faire venir tous les 15 jours à Saumur pour préparer la saison. Et après, on aura un programme à la carte de chaque chevaux sur les circuits du Grand National et sur quelques concours internationaux de Coupe de Nations, quelques chevaux qu'on enverra à badminton et quelques autres à Brabham. D'accord, donc la sélection sera donnée quand à peu près? La sélection sera donnée le lendemain de la dernière épreuve du Grand National à Saumur, qui est le dernier week-end du mois de juillet. D'accord, et après, petit stage à la mer? Alors comme on a l'habitude, petit stage au Lion d'Angers pour le dressage avant de partir. Petit passage sur une épreuve de saut d'obstacle à Saint-Lô. Et ensuite, nous irons préparer les chevaux à la mer pendant 15 jours pour le galop, parce que l'épreuve du Haras du Pin va être une épreuve difficile pour le cross, due à son terrain très vallonné. Et nous allons apporter beaucoup d'importance à la préparation physique des chevaux et à la récupération des chevaux avec les bienfaits de la mer. Comment ça se travaille, ça, justement, cette préparation physique au dernier moment pour bien jauger le bon moment, la bonne préparation? Alors, c'est pas au dernier moment, parce qu'il faut déjà qu'ils soient prêts avant l'échéance. Le circuit qu'ils vont faire toute l'année, ils les préparent déjà à avoir une première préparation. Et ensuite, nous effectuerons 3 ou 4 galops sur la plage. Environ entre 16 et 20 minutes pour préparer les chevaux et les remettre après à la mer pour les faire récupérer pendant 2-3 jours. Alors c'est quoi les galops pour détailler un petit peu comment ça se passe? Philippe a donné un peu d'explication. Philippe a déjà fait très codifié. Oui, complètement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les galops sont adaptés déjà à chaque cheval, parce qu'il y a des chevaux qui galopent en continu, des chevaux chauds sont plutôt galopés en continu. Les chevaux qui acceptent bien le travail, on va plutôt les travailler sur du fractionné.
Alors, ce qui est fantastique à Saint-Martin-de-Bréal, c'est que la plage est très très longue en ligne droite et ce que Thierry aime bien faire, c'est-à-dire c'est moduler les galops, c'est-à-dire passer d'un passage quand la marée s'est retirée et qu'un sol assez ferme, les remonter dans le profond, voilà, justement pour les faire monter en fréquence cardiaque et en fréquence respiratoire, sans user le physique des chevaux. On adapte en fonction de la qualité du sol. Complètement, parce que ce qui fait mal à nos chevaux, enfin là je parle sous couvert des vétérinaires, c'est la vitesse. Donc plus on monte dans le profond, moins on va mettre le facteur vitesse en jeu. Et le fait de galoper dans du sable profond les fait monter en fréquence respiratoire et en fréquence cardiaque. Et on récupère après quand les chevaux ont effectué leur effort sur un galop, sur un sol un peu plus ferme. Et voilà, donc on alterne sol dur, sol profond en fonction des chevaux et en fonction du programme de chaque cheval. Tout ça suivi bien sûr par les vétérinaires qui suivent la fréquence cardiaque des chevaux en direct, prennent les lactates à l'arrivée de chaque galop. Donc c'est vraiment une préparation très suivie et optimum pour chaque cheval. D'accord. Alors, quelles sont les ambitions françaises, Michel, pour ces Jeux équestres mondiaux? Des médailles? Non. Déjà, quand vous avez Thierry Touzin comme entraîneur, il ne pense qu'aux médailles. Donc, on peut rêver que de médailles. Et quand on parle un peu de médailles de bronze, il me dit qu'on n'est pas assez ambitieux. Donc, on y va avec de l'ambition. Après, on sait que le niveau mondial est très élevé. On n'est que médaille de bronze au championnat d'Europe. On va faire arriver les Australiens, les Néo-Zélandais, les Américains dans le championnat, mais on va se préparer pour et on ira chercher une médaille. C'est sûr qu'on ne va pas courir petit bras. C'est la façon de se préparer pour Thierry. Et aujourd'hui, on va chercher une médaille par équipe. La priorité, c'est une médaille d'équipe. Et si par hasard, on a un cavalier qui sera bien en individuel, on lui laissera sa chance. Mais priorité à l'équipe et on y va avec de l'ambition. Oui. Alors, combien de cavaliers seront en lice au championnat du monde? 6 cavaliers seront sélectionnés, 8 cavaliers iront en préparation à Granville, on en emmènera 6. Et après l'inspection vétérinaire du mercredi, Thierry nous dévoilera son équipe et l'ordre de passage des 4 équipiers. Bon, impeccable. Alors, prenez de l'avance, réservez vos passes et vos places sur Normandie 2014, le site des Jeux mondiaux, pour pouvoir aller soutenir les équipes. Bon, Pierre, c'est un peu tôt. Hein, on se retrouvera peut-être pour les prochains. J'espère. Donc, une excellente soirée à tous. Merci d'être venus. Quant à nous, on se retrouve demain pour une dernière émission qui sera, elle, consacrée au reining. Bonsoir.